Et puisqu'on parle de toiture, il y a quelques semaines, l'UNESCO a inscrit au patrimoine mondial le savoir-faire des couvreurs zingueurs parisiens, des toits qui font partie de la carte postale de la capitale française et que l'on doit au célèbre baron Haussmann. Au XIXe siècle, il a transformé la ville lumière et l'a doté d'un trésor inestimable, ses égouts. Retour sur cette aventure titanesque avec Marie Croxel, Axel Charles-Messens et Pierre Limpens. Du Paris haussmannien, elle n'est sans doute pas l'œuvre la plus connue ni la plus visible. Son vaste camailleux de gris suffit pourtant à identifier la capitale en un regard. La toiture parisienne, c'est un monument, quoi. En elle-même, la toiture, c'est un monument à elle toute seule. Et pour cause, 22 millions de mètres carrés de zinc composent aujourd'hui le ciel de Paris, résultat d'un usage systématique de ce matériau à partir de 1860. Souple, facile à découper, il paraît idéal pour servir les projets d'agrandissement de la ville. Quand ils ont fait les bâtiments haussmanniens pour aménager les combles, si on mettait trop de poids, de la tuile ou de l'ardoise, ça faisait vachement lourd. Ils ont remplacé ça avec du zinc pour que ça soit plus léger pour la charpente, puis gagner plus de place à l'intérieur. Au sommet des immeubles, au style uniforme, les fameux toits mansardés carpentent ce photographe depuis des années. Là, on est vraiment dans le détail. Son travail auprès des couvreurs zingueurs parisiens, au savoir-faire récemment inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, lui offre un poste d'observation privilégié sur le Paris d'Haussmann. Tous les toits sont à peu près à 24 mètres de hauteur. Et ça vous donne justement cet océan de gris d'où émergent les coupoles, les tours des églises, comme si vous aviez l'impression qu'il n'y avait ni rue ni avenue et que vous pouviez passer d'un toit à un autre. Ce paysage urbain aujourd'hui si familier, on le doit à cet homme, Eugène Haussmann, un préfet baron de son état, choisi en 1853 par l'empereur Napoléon III pour transformer Paris. Sa lettre de mission tient en 3 mots. Donc de l'air, de l'eau et de la sécurité. C'est ce qu'il a connu à Londres. Londres, c'est clair, c'est hygiénique, il y a des parcs partout, etc. Paris, il n'y a pas un arbre. Hein. Ce Paris d'alors, Patrice de Montcamp nous emmène sur ses traces, à 2 pas de Notre-Dame, au cœur du vieux Paris. Vous passez là et vous ne savez pas ce qui vous attend au coin, quoi, au carrefour. Et toutes les rues sont comme ça. Tout ça, c'est complètement avant Haussmann. Il n'y avait rien d'hygiénique, que des coupe-gorge, en fait. Il n'y a pas d'éclairage. C'est pestilentiel, enfin, c'est affreux. De ces ruelles étroites et sombres, de ces quartiers insalubres dans lesquels s'entassent les plus pauvres, restent ces clichés de Charles Marville, photographe chargé d'immortaliser ce qui va bientôt disparaître. Chantier titanesque, Paris change de dimension, double sa superficie, avec l'annexion d'une douzaine de communes limitrophes, dont Auteuil et Montmartre. Les travaux de percement des grands axes, boulevard Sébastopol, rue de Rivoli, la fameuse avenue de l'Opéra et toutes les autres, tissent un réseau de circulation inédit. Sur leur tracé, 20 000 maisons sont détruites, les collines arasées, les classes populaires sont repoussées vers les faubourgs. Paris est un truc invraisemblable, parce que c'est un chantier permanent, et qui dit chantier dit pas uniquement travaux, dit déménagement. Ben, il y a des charrettes entières de meubles qui circulent, de types qui marchent derrière, etc. Et ça dure 17 ans. Le Paris que nous connaissons prend forme, traversé de larges avenues jalonnées de nouveaux immeubles en pierre de taille. 40 000 construits sur le même modèle. Les boutiques et le gardien au rez-de-chaussée, les marchandises au premier. Le deuxième est occupé par les bourgeois et doté d'un balcon filant, dont sont dépourvus les 3e et 4e étages. On le retrouve au 5e étage, peu prisé car l'ascenseur n'existe pas. Le 6e, enfin, abrite les chambres de bonne rendues possibles par les toits mansardés. Le nouveau visage de Paris fait alors débat, mais il inspire le plus parisien des impressionnistes, Gustave Caillebotte, fasciné par la modernité du projet. Quand il faisait l'école des Beaux-Arts, il a pris comme sujet le nouveau Paris d'Haussmann. Parce que Caillebotte voulait innover,
Et ce nouveau Paris n'avait jamais été peint par les peintres de l'époque. À l'instar de Caillebotte, son lointain parent, Stéphanie Chardot affectionne le style haussmannien. Elle nous ouvre les portes de son appartement à l'agencement typique. Avec des grands couloirs qui desservent toutes les chambres, les pièces de cour. Et aussi, et de l'autre côté, vous avez les pièces de réception, le salon et 2 ou 3 pièces en enfilade, les bureaux. Ici, un long couloir qui emmène à la cuisine, qui était l'endroit spécialement réservé aux domestiques. Et juste à côté, l'escalier de service qui emmenait dans leur chambre de bonne et ne avaient le droit de rentrer que par là pour pouvoir après accéder à leur chambre. Ces immeubles au style haussmannien sont aujourd'hui l'héritage le plus célèbre, mais une autre petite révolution s'est jouée sous la chaussée. Un Paris souterrain s'est dessiné. Toutes les rues de Paris ont leur égout. C'est pour ça que ça représente 2500 km de réseau. En fait, c'est un calque. Les égouts sont un calque des rues de Paris. Ce gigantesque système d'évacuation des eaux usées débarrasse enfin Paris de la menace des épidémies. Et cela sans aucun système de pompage. La Seine, pour qu'elle aille jusqu'à la mer, elle a une pente. Et donc Paris a une pente aussi. Et ils se sont servis de cette pente-là pour amener les eaux jusqu'à la Seine. Bien pensé dès l'origine, conçu à taille humaine pour faciliter l'intervention des égoutiers, il attire les curieux dès sa création et aujourd'hui encore. J'ai jamais visité les égouts, vous voyez. Donc pour moi, c'est une surprise aujourd'hui. Parce que je ne pensais pas que c'était comme ça. Ça permet d'appréhender quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, qui est utilisé tous les jours. C'est aussi la curiosité qui conduit cette riveraine à sortir cette nuit-là. Le spectacle s'annonce stupéfiant. Cet étrange bateau plat, destiné à racler le fond des égouts, une invention du 19e siècle, s'apprête à plonger sous la chaussée. La taille du bateau m'impressionne parce que ça veut dire que le trou dessous, il correspond, quoi. Donc j'aimerais bien voir dessous, moi. Je voudrais bien demander aux messieurs qui me laissent aller voir dessous. C'est ça qui m'intéresse. Ça passe, Richard. Continue, ouais. C'est bien, c'est bien. Un bateau dans la chaussée, ça se voit pas, en fait. Donc les gens, ils n'imaginent pas ce qu'il y a en dessous. Mais en dessous, il y a tout un monde. Un monde à 8 mètres de profondeur. Le bateau y restera jusqu'en mai, tracté par des égoutiers, aidé par la seule pente. Au millimètre, parfait. Indispensable au curage, il va repousser le sable et éviter l'engorgement. C'est un système qui date d'il y a 150 ans, qui était hyper pointu à l'époque et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Donc oui, c'est ça qui est quand même assez fabuleux. Et que dire de ces bassins? Insoupçonnables depuis la rue, des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau non potable, stockés dans d'immenses réservoirs au cœur du 16e arrondissement de Paris. Ces infrastructures haussmanniennes ont elles aussi gardé tout leur intérêt. C'est un héritage fabuleux qui est lié au génie visionnaire d'Haussmann et de Belgrand, et finalement qui aujourd'hui nous sert à adapter Paris à la nouvelle donne climatique. Avec cette eau non potable, on n'utilise pas d'eau potable pour nettoyer les rues et l'alimentation des bois parisiens. Des espaces verts qui doivent aussi beaucoup au préfet napoléonien. Alors que la France traverse une grande période hygiéniste, la promenade est une idée en vogue. 2 bois, 24 squares et 3 parcs voient le jour, dont son grand œuvre, les Buttes Chaumont. Comment imaginer derrière ce tableau idyllique l'ancienne carrière de gypse mal famée où rien ne pouvait pousser? 3 années de travaux dantesques suffiront à offrir aux Parisiens plus qu'un poumon vert. On est en marge de l'exposition universelle de 1867 et ce parc, en fait, ça va être la vitrine après l'exposition universelle des technologies de l'époque et notamment avec cette passerelle suspendue qui va rester. 64 mètres de longueur au-dessus du lac que l'on doit au génie de Gustave Eiffel. Du train à vapeur, objet de fascination à l'époque, reste ce pavillon en surplomb des rails, promesse d'un ailleurs que le parc a toujours tenu.
Ce parc, il est vraiment conçu pour apporter la nature à tous les habitants, y compris des quartiers populaires. L'idée, c'est que quand on se promène dans le parc, on va passer d'une carte postale à l'autre. On va être là dans la vallée alpine, après on va être à la mer, au bord, des Trétas. Voilà, il y a la vallée vosgienne. Son relief accidenté n'a pas découragé les usages plus modernes. Parenthèse de nature toujours plébiscitée par les promeneurs. C'est joli, il y a une végétation très variée. C'est accidenté. Et... C'est très agréable. On se retrouve aussi entre amis. Hein. Plus on rentre à l'intérieur du parc, plus on oublie un peu qu'on est dans Paris, justement avec les collines, etc. Et vraiment, c'est très agréable de se promener ici. Une bulle dans une ville métamorphosée, du sous-sol au toit, du centre à la périphérie, non sans heurts. Le coût social et financier du projet aura terni l'image du bâtisseur. Il a inspiré bien d'autres villes, comme Lyon ou Marseille, et contribué à faire de Paris l'une des plus belles villes du monde.